La promenade. Le principe de la thermodynamique s'appliquait-il à la promenade? Si le frottement mécanique de deux corps produit de la chaleur, la marche doit nécessairement faire jaillir les idées, pensait Jack. Il quittait l'appartement de l'avenue Marceau, loué à une plasticienne new-yorkaise dont les micados de tibia sertis d'obsidienne connaissaient le succès à Paris. Et il partait chaluter le fond de son crâne, marchait droit devant lui pendant de longues heures, attendant la fécondation de l'esprit par l'effort. Il avait souvent eu l'occasion d'éprouver l'équation. Le long du Tibre, à Rome, il avait conçu sa préface à un livre sur les masques béninois. Il suffirait de broder autour de la pensée du 119e fragment d'Opinions et sentences mêlées, où Nietzsche définit le sens esthétique par la joie de comprendre ce qu'un autre veut dire. À Ancor, il avait erré une journée dans les ruines du Bayonne pour bâtir la trame d'un récit commandé par le New-Yorker et, vers le soir, il avait eu l'idée de décrire les amours d'un pilleur de temple avec une danseuse khmère qui suppléerait son amant de ne pas emporter à Paris la balustrade du XIIe siècle hérissée de naja sur laquelle ils avaient baisé. Et il se rappelait sa déambulation le long des boulevards de Riga pour moissonner quelques impressions devant les façades Jugendstil dont le rédacteur en chef lui avait demandé de dresser une fresque contemporaine et végétale. Cet après-midi, Jack était sorti tôt et il déambulait depuis 1h30 le long des quais de la Seine, rive droite, vers l'île de la Cité. Sous le pont de la Concorde, un instituteur faisait la classe à ses élèves, debout sur le parapet. « Les enfants, qui c'est qui peut me dire ?» Jack à haute voix sans s'arrêter. « Qui est-ce qui, les enfants? Il faut dire... Qui est-ce qui ?» Le type avait craché. « De quoi je me mêle, bouffon ?» Les enfants avaient ri. Ses profs français étaient écœurants. Il devait remettre sa nouvelle le lendemain à une revue londonienne, un périodique de luxe encadrant des reportages sur les palais florentins et des photos de lofts mexicains avec des nouvelles d'écrivains estampillés européens ou cosmopolites, habitués au vol en business et aux pages new-yorkaises. C'était la première commande du mois de septembre et il était à sec. Depuis 10 ans, il plaçait ses textes dans les trimestriels anglo-saxons et, tous les 2 ans, donnait à son éditeur de Boston un roman sur des amours labyrinthiques, froides, bavardes et lentes, que la critique américaine en général jugeait trop français. En se mordant la lèvre, il passa sous la passerelle Saint-Gor. Le pont des Arts, avec ses treilles noires, arqués sur les piles blondes, profila son sextuple ricochet. Parfois, le bateau de la brigade fluviale ouvrait un sillage dans l'égout de la Seine. Les clapots barataient sur le rebord du soubassement, dérangeant les canards. Jack se souvenait d'un polar, était-ce Elroy, où les flics yankees, en guise d'insulte suprême, lançaient à leurs collègues « Hé mec, tu vas finir à la brigade fluviale de Salt Lake City !» À Paris, ces fluviaux avaient plutôt l'air de sacrés gonzes. Leur zodiaque noir était à quai sous le pont d'Austerlitz, et Jacques y était souvent passé pour aller visiter la ménagerie du Jardin des Plantes, l'été où il composait un texte sur les parcs zoologiques européens pour un éditeur de Toscane. Les gens passaient sous les saules pleureurs, les couples plus lentement que les autres. Certains marchaient enlacés, incapables de se séparer. Un jour, ils se quitteraient et ce seraient des déchirures atroces. L'automne caparaçonnait la ville de cuivre. Le soleil rasait le toit du musée d'Orsay et un rayon venait mourir contre les soutènements. Les arbres pétillaient, la Seine serpentait et sa peau d'omble gris s'allumait de reflets pyrites. La malachite des colverts luisait. Ces bêtes étaient toujours d'une classe incroyable, sapées comme des princes. Le monde changeait, mais Paris recevait toujours la lumière comme une bénédiction, et les Parisiens tenaient bon dans cette certitude, rien ne vaut 1 heure de marche sur les quais de leur fleuve. Des joggeurs accumulaient le crédit de quelques kilomètres dans l'objectif de se taper, le soir, des andouillettes spongieuses en toute bonne conscience. Certains avaient le rictus christique, la foulée désarticulée. Le jogging était la névrose d'une société qui n'avançait plus. Sur le pont des Arts, les touristes s'embrassaient conformément aux recommandations du Lonely Planet. Jack aurait bien aimé marcher aux côtés de Marianne. La garce ne le rappelait pas. Ils s'étaient rencontrés 3 jours auparavant au vernissage de l'exposition de Florine de la Piazze. Les tirages 3x4 de la photographe découvraient des horizons de buildings illuminés, vides, des cercueils de verre,
Les fenêtres des bureaux faisaient des plaies blanches dans la nuit. Marianne était une amie de Florine. Jack et Marianne s'étaient retrouvés côte à côte à contempler la photo de Bangkok, et il avait dit « Vous ne trouvez pas cela déprimant ?»« Quoi ?» avait-elle dit. « Que nous vivions dans des cliniques. Vous seriez mieux dans une cabane ? Ces villes ressemblent à des hôpitaux, nous sommes malades. »« Je me sens bien, » avait-elle dit. « C'est ce que disent les plus atteints. »« Vous êtes prêtre ? Pourquoi ? Vous parlez comme eux. On leur dit ne pas croire au diable et ils répondent « Il est en vous. » Non, pas prêtre. Je m'appelle Jack. Marianne. Il avait eu un mal fou à lui attraper une coupe de champagne et ils avaient parlé pendant 1 heure, dans un coin où personne ne risquait de les bousculer. Et Jack avait trouvé son visage parfaitement parisien, un petit nez pointu, des cheveux bruns coupés aux épaules et des yeux inquiets dont le cynisme, par éclair, traversait la tristesse. Une biche avec un cœur de hyène. Elle lui avait demandé d'où il était, il avait dit New York, car personne ne connaissait le Delaware à Paris. Elle avait dit « Vous aussi vivez dans une clinique ». Il s'était promis de se rappeler. Depuis, il avait laissé 2 messages en vain. S'il réussissait à la sauter, cela confirmerait sa théorie, une histoire d'amour, c'est lorsqu'aucun des deux n'a mieux ailleurs. Il quitta les quais, monta l'escalier de pierre de la mégisserie et gagna le parvis de Notre-Dame. Une estrade était levée au pied de la façade. Sur l'auvent, on lisait « Jésus m'aime » en lettres oranges. Un groupe de rock catholique, comme le précisaient les bannières, martyrisait l'air ambiant. « Et il reviendra pour toujours, reçois le don d'amour. » Avec un sens esthétique aussi dégénéré, les curés n'ont aucune chance, se dit Jack. Il y a 100 ans, le clergé romain avait répudié Huysmans, que les jeunes Américains tout juste débarqués à Paris vénéraient et considéraient comme la clé d'entrée dans un Paris vénéneux et mental. Depuis des siècles, les papistes s'étaient toujours trompés. La cléricature déclarait systématiquement la guerre à la beauté, et les prélats ne rataient jamais l'occasion d'exprimer un mauvais goût très sûr. Et si la déchristianisation de l'Europe était la réaction naturelle à ce manque absolu d'exigences formelles? Indifférente au refrain, une vieille dame vêtue de laine mauve donnait du grain aux oiseaux en murmurant des gentillesses à l'ombre de la statue de Charlemagne. Elle avait un visage de carlin et ses yeux globuleux étaient lubrifiés par un larmoiement qui ne devait plus rien au chagrin. Un prurite lui irritait les glandes lacrymales qu'une existence décevante avait vidées. Quelques pigeons mêlaient leur anthracite aux nuages des moineaux. Il regarda ce pauvre être humain. La femme avait dû choyer un mari, tenir à bout de bras une maisonnée, tendre ses mamelles à des gosses insatiables, éponger ses larmes dans des linges impeccablement propres, et à présent, cette troupe qu'il avait voracement tétée lui accordait à peine l'aumône d'un coup de téléphone à Noël et la laissait se consumer avec les oiseaux publics pour seule compagnie. Et elle distribuait le grain aujourd'hui avec la même patience, avec le même dévouement que la pâtée, hier, à ses moments volés. Il ouvrit son cahier et hésita à prendre des notes. De cette image au pied de la statue de bronze, il pouvait tirer un texte, dans le style roman social parisien. Il décrirait les espérances du jeune poète yankee débarquant à Paris, dans la ville lumière, la ville qui avait offert ses refuges à la génération perdue, et le garçon découvrirait un peuple de vieillards débiles, nourrissant les piafs sous les mauvais accords d'une catéchèse électrisée, et il se jetterait dans la Seine par dépit. Mais la revue aurait refusé. Le réalisme social jurait sur les glaçures de papier. Et Volpina de la Vulva, la rédactrice en chef, n'aurait pas apprécié un pastiche de Dickens avec 150 ans de retard. La vieille ne faiblissait pas. On prend ces perchoirs humains pour des bougres séniles. Leur affection pour les bêtes procède pourtant d'une longue réflexion. Ils se sont sciemment détachés de leurs semblables, tels les glaçons arctiques pelant de la banquise. Côtoyer les hommes les a convaincus de ne plus lier commerce qu'avec des êtres moins nocifs, les oiseaux, des petits chats, des rats parfois. Plus loin, sur les berges du pont de la Tournelle, il regarda les jeunes gens s'entraîner dans les alvéoles qui étaient aménagées. Des cours de danse se tenaient ici tous les soirs, improvisés sous les jaunes larmes d'un saule. L'été venait de s'envoler et la danse était comme un adieu. Sous la conduite d'un professeur à catogan noir, sanglé dans un boléro de velours, des filles en bas blanc et des garçons sérieux répétaient les passes.
de la chénifie coulait un tango noble. Les basses vibraient, lentes, et les joggeurs toujours couraient sans un regard. Des mouettes rieuses d'Audierne prenaient l'air à côté de ces gens dont les mouvements austères et les airs absents les rassuraient. Les élèves faisaient et défaisaient des nœuds avec leurs jambes, marchaient sur des braises, emmêlaient mollement leurs faux alanguissements, puis se refusaient brusquement car le tango est la danse de la lucidité. Jack aurait bien fait quelques pas avec Marianne dans la chaleur dorée. Elle n'appelait toujours pas. Il continua sa marche, pas une idée en vue, déjà 7 heures du soir. Au pont, les platanes hurlaient. Les oiseaux verts et jaunes perchés sur les branches étaient des perruches échappées du quai de la Mégisserie où les trafiquants de bêtes tiennent leur marché aux esclaves en se donnant nom d'oiseleurs. Un groupe de fillettes en robe plissée écoutait une dame à serre-tête raconter quelque chose sur l'apparition des cathédrales gothiques dans toutes les régions de France à la fin du XIIe siècle. Jack remonta sur le trottoir par la rampe pavée où Valia renouait toujours ses lacets avant sa promenade sur les quais. Il s'était aimé 2 ans, là, dans l'appartement du quai de la Tournelle au 4e étage. Les fenêtres donnaient sur le quai et la proximité du fleuve, brouillée par le haillon des platanes, rachetait largement l'incessante rumeur des bagnoles fonçant plein ouest vers des dîners bourgeois ou des soirées réussies. Pour lui, la Seine était ce ruban de lumière électrique ou de reflets gris-perle qu'il regardait couler le soir après la baise, en crapotant un cigarillo accoudé au garde-fou. Il avait aimé ce corps blanc, beurré. L'amour ces années-là avait un goût laitier. Il avait su qu'il l'aimait car elle lui manquait encore après qu'ils se retrouvaient, et même lorsqu'ils gisaient côte à côte dans la sueur des draps, il éprouvait encore le vide d'elle. Mais un jour, elle avait raconté quelque chose à propos d'un voyage au Maroc, et elle était partie, et il avait reçu une carte de Tanger représentant un caméléon de l'Atlas avec quelques lignes, au dos, lui signifiant son congé. Et il s'était demandé pourquoi elle avait choisi cette image pour écrire ses adieux, et puis il avait appris qu'elle avait refait sa vie avec un ancien amant, dont elle ne lui avait jamais rien dit, et qui ressemblait diablement à Jack, et il avait pensé qu'elle l'avait peut-être choisi, lui, parce qu'il donnait l'illusion de l'autre. Jack s'approcha de la boîte d'un bouquiniste où il avait acheté 1 mois auparavant un exemplaire du Requiem d'Anna Akhmatova. Mais le marchand n'avait pas une tête à se souvenir des visages. Le jeune homme fouilla distraitement une volée de livres et exhuma une édition de 1930 d'une ornithologie de l'Afrique sauvage d'un certain Edmund Landor. Le livre coûtait 3 €. Landor était le nom de la mère de Jack, Mary Landor, fille d'un mercier de Cincinnati dont la vie n'avait pas eu grand-chose à voir avec les aventures africaines. Jack acheta l'ouvrage et le feuilleta à la terrasse de l'Institut du monde arabe, d'où l'on voyait Paris vibrer fièrement à travers le dioxyde d'azote. Il s'arrêta sur la photo d'un pauvre petit oiseau dont le plumage contrastait avec les parures glorieuses des volatiles tropicaux et semblait incarner l'injustice de la répartition de la beauté par les forces de l'évolution. La notice scientifique précisait que l'oiseau, en échange de quelques grains de mil, conduisait l'homme vers les essaims d'abeilles sauvages. Il avait reçu pour cela le nom d'indicateur, et les hommes usaient de ses services depuis le néolithique pour récolter le miel. Sous le détail des mensurations et des caractéristiques de l'oiseau, on lisait ceci. Dans les années 1880, un fait divers défraya la chronique au Congo belge. Un chasseur qui avait tué la femelle d'un indicateur d'une volée de plomb se vit conduire par le mâle vers un arbre creux où reposait un nid de mamba vert. L'homme crut mettre la main sur un essaim et fut mordu à mort. Jack tenait son histoire. Il allait composer une fable sur la justice immanente qui se choisit des messagers modestes. Il suffirait de portraiturer le chasseur en salaud conradien, sabreur de bonobos, dézingueur d'éléphants, trousseur de putes dans les cases en bambou. Le type finirait par payer sa vilainie, mais contrairement au dénouement du roman africain de Romain Gary, ce ne serait pas un justicier héroïque, un Morel de cinéma qui frapperait, mais un petit oiseau éperdu de chagrin. La chute tiendrait de la fable morale et de l'éloge de la faiblesse, ce serait écœurant à souhait. Avec cela, il suffirait de broder sur la jungle ténébreuse, de forcer sur la description d'un Kinshasa suintant le vice et d'engloutir le tout sous les hurlements des singes. Au journal, il serait ravi, et pour une idée trouvée la veille, il s'en tirait à bon compte. Il régla son café, sauta dans le 63, jeta quelques phrases sur le cahier en passant devant les Invalides,
À l'Alma, il sortit, traversa le pont en courant, tourna tout de même la tête vers le ciel de l'ouest qui virait au Turner, derrière la tour Eiffel, et monta 4 à 4 les marches de l'escalier de pierre après avoir tapé les chiffres 2, 5, 6, 7 et la lettre B sur son digicode. Il écrivit le titre de la nouvelle, l'indicateur. Puis son regard erra sur la table. Il cherchait l'attaque. L'après-midi d'un écrivain de Francis Scott Fitzgerald gisait sur le bureau ouvert. Il se dit qu'il était bon de s'abreuver un peu de langue hautaine et de pensées coupantes avant de commencer la traversée d'une page blanche. Fitzgerald développait dans un court paragraphe son opinion sur les nouvelles publiées dans les magazines américains. L'œil de Jack tomba sur ceci. Genre morceau d'anthologie, mais pas tellement le sien, simple antithèse empathique, aussi conventionnelle qu'une nouvelle pour magazine populaire et plus facile à écrire, ce qui n'empêcherait pas beaucoup de gens de trouver ça excellent parce que ce serait mélancolique et simple à comprendre. Jack jeta le livre sur le tapis et recula sa chaise de la table. L'oiseau était mort dans sa tête. Il murmura « merde de merde », mit son manteau et sortit à nouveau pour marcher sur les quais.